Vous m'avez applaudi, c'est gentil, mais moi, c'est moi maintenant qui vais vous applaudir, parce que je vais vous donner une sale corvée, c'est que à partir de maintenant, plutôt pas maintenant, mais dans quelques instants, c'est vous qui allez devenir des passeurs de mémoire. Mes camarades qui ont disparu, mes camarades qui n'ont pas eu ma chance, et les camarades qui sont encore comme moi survivantes, eh bien, c'est en vous qu'on met notre espoir. Vous allez nous remplacer, et j'espère que vous allez nous remplacer encore pendant très très longtemps. Il faut pas que cette période tombe dans l'oubli, parce que l'oubli, ça recommence, ça veut dire, voilà. Vous savez, je suis pas une conférencière, hein. Je parle peut-être, vous vous exprimeriez vous différemment, mieux que moi. Mais bon, moi, ce sont mes souvenirs, je les raconte. Et puis, mais par contre, vous, tâchez de vous rappeler surtout le pourquoi de mes démarches. Moi, je viens pour non pas vous faire pleurer, c'est pas mon intention, vous faire réfléchir. C'est peut-être un grand mot aussi, ça, hein, mais simplement pour que vous compreniez le pourquoi. Et moi, le pourquoi, c'est vous faire comprendre que tout ce que vous allez entendre, qui est loin de la vérité, parce que c'était encore pire, eh bien, le départ, la cause, c'est la haine. Et ça, pour moi, c'est mon cheval de bataille. La haine, c'est le début de Auschwitz. Et quand on connaît l'histoire, c'est vraiment, il faut faire très, très attention. Merci à l'avance. Alors, est-ce que vous voyez dans le fond ce que je vous montre? Parce que si vous ne voyez pas, je les montre pas. Vous voyez dans le fond ce que je vous montre? Ben c'est bien, tant mieux. Tant mieux parce que ça m'aide à raconter mon histoire. Alors, regardez, on dit toujours Auschwitz. Moi, ça me déplaît terriblement. Parce que Auschwitz, quand on rentre à Auschwitz, voilà ce que l'on voit. On voit des bâtiments. Et pourquoi qu'on voit des bâtiments? Parce que Auschwitz était une ancienne caserne de soldats polonais. Quand Hitler est arrivé, il a occupé Auschwitz. Voilà. Mais c'est ça, Auschwitz. Des bâtiments. Alors que quand on voit, ah, je les ai pas bien rangés. Ah, c'est toujours pareil. Heureusement, je suis indulgente avec moi, mais je m'en veux quelquefois. Hein. Bon, eh ben, tant pis. Quand je verrai, eh ben, je l'ai pas montré. Je l'ai mal rangé. Et ça m'étonne pas de moi. Faites pas comme moi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le principal, c'est que je vois mon portrait. C'est ça qui est bien. Donc, Auschwitz est une ancienne caserne de soldats, donc il y a des bâtiments, il y a des routes et tout. Alors que Birkenau a été créé par les prisonniers qui étaient à Auschwitz. Birkenau était un petit village à côté d'Auschwitz, je crois que c'est 3 kilomètres. Enfin, je dis ça comme ça parce que je ne me rappelle pas exactement. En tout cas, c'est pas très loin de Auschwitz. Il y avait des petits villageois, il y avait des petites maisons, des petits paysans. Ils les ont expulsés pour en faire un camp et un camp de la mort. Parce que Birkenau, c'est un camp d'extermination. Et quand on dit extermination, on voit bien l'image, on balaye tout ça. Et le fait est que Birkenau, c'est le camp de la mort. Je vous montre là ça vous ennuie de travailler? Non, du tout. Voilà. Comme j'ai que 2 mains, voilà. Alors, je vous montre des visages, là. Hein? Vous les voyez, peut-être que vous qui êtes devant, vous voyez mieux. Et moi, vous me regardez. Non, me dites pas je suis belle, je suis vieille, ça je le sais. Non. Est-ce que j'ai l'air d'être normale? Quand je dis normal, ça veut dire les yeux, un nez. Oui, moi c'est ce que je pense. Ce petit jeune homme voilà, ce petit jeune homme a 14 ans, avait 14 ans. Ce petit garçon avait 12 ans. L'un était mon frère, le petit, l'autre mon neveu.
vous me regardez, moi, moi, il me semble qu'on a l'air d'être des gens normaux. Eh bien, non. Vous avez tort. Et moi aussi, j'ai tort. On n'est pas normaux, normal, je sais plus. Rectifiez vous-même. Et pourquoi qu'on n'est pas normal? Ben, pour Hitler, nous n'étions pas des gens normaux. Pour Hitler, nous étions des juifs. Et comme il avait une haine ancestrale des juifs, il voulait tuer tous les juifs d'Europe. Eh bien, pour lui, juif, c'était la vermine, c'était rien du tout. Donc, du fait de la vermine, ils vont étudier avec les officiers, Ça, c'est moi qui invente. Ils vont se retrouver pour la solution finale. Ils veulent éliminer les Juifs. Comment faire? Quoi faire? Alors, ils se retrouvent autour d'une table. Alors déjà, primo, quand on était en Allemagne, les Juifs se promenaient avec des étiquettes comme ça pour montrer qu'ils étaient Juifs. En France, c'était pas la même chose. Comment j'ai rangé ça, je ne sais pas. Là, vous avez rien vu. Bon. Je suis impardonnable. Bon, je me pardonne quand même parce que je suis gentille avec moi. En France, ça ne s'est pas passé comme ça. En France, Hitler veut tuer tous les Juifs d'Europe. Vous avez dit que c'était normal, je suis d'accord. Vous avez vu ma famille, ils sont normaux. Donc, comment reconnaître les Juifs? Eh bien, ils vont décider de nous faire distinguer des autres. Alors, vous avez vu, en Allemagne, on se promenait avec des écriteaux « Je suis juive ». En France, ils vont s'y prendre différemment. En France, on va nous obliger à aller nous faire recenser dans les bureaux des commissariats ou peut-être en province, préfecture, mairie, ça je ne sais pas. Et on va sortir de là avec sur nos cartes d'identité un tampon marqué juif. Jeune homme devant moi là. Tu vois, c'est toi. Ouhou, t'es avec moi? Bon, bah oui, d'accord, toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Où est-ce que tu mets ta carte d'identité? Dans la poche. À côté, la jeune fille, où est-ce que vous mettez vos papiers d'identité? Dans un sac. Oui, mais alors, Hitler veut nous humilier. Il veut que tout le monde voit que nous sommes juifs. Alors, il va nous obliger à aller dans le commissariat, les cartes d'identité, elles sont dans votre poche, elles sont dans votre sac, donc personne ne va voir que vous êtes juif. Alors, il va nous obliger à coudre sur nos vêtements une étoile jaune bordée de noir, et à l'intérieur, il y a marqué juif. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, il y avait restrictions et on manquait de tout. Donc, pour acheter tout ce qui était textile, tout ce qui était noir, il fallait des bons d'alimentation, des bons de textile. Eh bien, il a fallu donner des tickets de textile pour avoir ces étoiles. Il fallait les mettre sur le côté gauche des vêtements et surtout pas s'amuser à les cacher avec une écharpe ou quelque chose. Tout le monde devait voir. Alors, comme maintenant, tout le monde voit que nous sommes juifs, eh bien, il y a eu des lois qui ont été promulguées et je peux vous dire que le juif avait pas le droit à grand chose. Voilà la première chose qui me vient, c'est que quand on est jeune, on est égoïste, on pense pas aux autres, on pense à soi. Et moi, ce qui me privait, c'est que je n'avais plus le droit de fréquenter un stade. J'avais plus le droit de fréquenter une salle de sport. Je n'avais plus le droit d'aller à la piscine. Et ça, pour moi, c'était primordial. Eh bien, je n'ai plus le droit. Mais ça, c'est pas grave. Mes sœurs, qui étaient des jeunes filles, elles n'ont plus le droit d'aller danser dans les dancing. Elles n'ont plus le droit d'aller au cinéma. C'est pas très grave. Mais ce qui est très grave, c'est que on n'avait plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Ça fait que des métiers, eh bien, vous en avez beaucoup qui vont être supprimés. Médecins, chirurgiens, artistes, dentistes, terminé, ils peuvent plus travailler. Commerçants, terminé, on peut plus travailler. Ginette, à l'époque, 14-15 ans, elle voit pas plus loin que le bout de son nez. Chouette! Papa, il va toujours être avec nous, mes sœurs aînées vont toujours être avec nous, ça va être agréable.
Oui, ce côté-là, oui, ça a été agréable. Mais et comment vivre? Malgré tout, on va vivre comme ça jusqu'en 42. En 42, un soir, un monsieur vient à la maison. À l'époque, on ouvrait à tout le monde. Maintenant, ça serait plus le cas. Et il nous présente ses papiers. Il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Mon père est un petit peu inquiet, un dossier à la préfecture. Oui, 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 vous inquiétez pas, c'est pas, vous êtes en règle, vous êtes juif, vous avez fait les déclarations, vous êtes en règle. Mais par contre, vous êtes dénoncé. Dénoncé, oui, vous êtes dénoncé parce que vous êtes communiste et communiste actif même. Mon père, est-ce qu'il était communiste, est-ce que, peut-être, mais pas actif. Tandis qu'on partageait l'appartement avec un couple, ma sœur aînée et son mari, eux, oui, ils étaient actifs. Mais moi, je savais pas. Moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup de va-et-vient à la maison, des gens qui restaient sans bouger pendant toute la journée. Ils arrivaient le matin très tôt, ils partaient très tard. Pour moi, ma sœur aînée et son mari étaient résistants. Et en fin de compte, ils étaient résistants parce que, enfin, ils étaient communistes. Et justement, les nazis craignaient beaucoup les communistes parce que, étant résistants, ils étaient cause de beaucoup de sabotage et puis ils avaient peur de leur propagande. Ça fait que ce monsieur nous prévient, juifs, communistes, attention, vous allez être surveillés. Moi, je vous conseille, si vous pouvez, c'est de partir en zone libre. Je ne sais pas si vous savez vous rappeler, c'est que quand il y a eu l'occupation, ils ont partagé la France en deux. Il y avait zone occupée, zone libre. Ça faisait deux pays différents. Et qui dit pays différent dit frontière. Qui dit frontière dit contrôle. On a des papiers d'identité avec tampon juif. Ça voulait dire qu'on n'avait pas le droit de quitter la région où on s'était fait recenser. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisqu'on va aller en zone libre, c'est faire des faux papiers. Tant qu'à faire de faire des faux papiers, c'est facile pour mes parents, puisque communistes, résistants, ils ont trouvé tout de suite ce qu'il fallait, des faussaires, c'est fait. Ben alors, tant qu'à faire de faire des faux papiers, on va prendre des noms de consonance bien françaises. Mon nom de famille, c'est Charkaski, c'est pas breton, c'est pas auvergnat, et malheureusement, quand on a un nom étranger, surtout comme ça, des pays de l'Est, tout de suite, on vous met catalogué, t'es peut-être juif, donc, tant qu'à faire, on va prendre un nom bien français. On a des amis, ils vont nous prêter leur nom. En nous prêtant leur nom, ils vont nous donner quelques renseignements et surtout, les adresses d'églises où se sont fait baptiser, première communion. Il y a même un couple qui était marié. Donc, on a tout ça et je vous ai dit, on va aller en zone libre. On ne peut pas aller en zone libre. On pourrait, puisqu'on a des faux papiers. Mais les faux papiers, est-ce qu'ils sont bien imités? Nous, on le croit, mais les professionnels vont peut-être s'apercevoir que le papier n'est pas le même, que ci, que ça. Donc, on va passer la ligne de démarcation en fraude. Comment faire en fraude? Eh bien, on va trouver des résistants qui vont nous faire passer par des endroits où il n'y a pas de contrôle. Ces personnes-là s'appelaient des passeurs. Naturellement, ils se faisaient payer, mais on était content de les trouver parce que sinon, comment qu'on aurait fait pour aller en zone libre? Donc, je me souviens que mon père ne veut pas qu'on passe tous ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Toute la famille serait mis en prison. Et du coup, il va nous partager en 4 groupes, mais un point de ralliement, Aix-les-Bains. Et on s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que ça s'est bien passé. Oui, bien passé puisqu'on est à Aix-les-Bains. Mais par contre, il y a quand même eu des problèmes. Les problèmes, c'est que deux groupes il n'y a pas aucun problème, ils se retrouvent à Aix-les-Bains sans problème du tout. Un autre groupe, c'est mon père, ma mère et une sœur qui est de santé fragile, qui a 2 ans de plus que moi, vont avoir affaire aux cheminots. Il y en a un qui va le prendre à la gare de Lyon et qui va aller
suivre jusqu'à Lyon. À Lyon, il y a un autre cheminot qui doit les attendre pour les emmener direction Aix-les-Bains. Ils arrivent à Lyon, tout le monde descend du train, les passagers. Il y a 3 personnes qui sont sur le quai, 3 personnes qui restent là, alors qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Et ça a été une peur très très forte, parce que ça leur a semblé, même ma mère, elle dit qu'elle est restée des heures, ma sœur qui était avec, elle dit non, pas des heures, mais c'est vrai que ça nous a semblé long, parce que ils étaient là 3 personnes qui n'ont pas le droit d'y être, et que tout le monde voit, ils ont eu très peur. En fin de compte, celui qui vient les chercher, le cheminot, a eu quelques minutes de retard, mais ça y est. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, on a rendez-vous avec notre passeur à Angoulême. On arrive à Angoulême, le train qui nous on a rendez-vous au buffet de la gare, on va au buffet de la gare, il y a déjà quelques personnes, et le train qui nous accompagnait de Paris à Angoulême quitte la gare, et à ce moment-là, toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées, gendarmes français, gendarmes de gendarmerie, et tout le monde, tous ceux qui sont à l'intérieur sont emmenés, vérification de papier, à Angoulême. Est-ce que le passeur a été dénoncé? Est-ce que c'est lui qui a dénoncé sa clientèle? Ça arrivait aussi. On se retrouve dans les couloirs de la préfecture à Angoulême. C'est notre tour de rentrer dans le bureau. On est toutes les 3. Vous êtes juive? Nous? Juive? Pas du tout. Si, il y a que les juifs qui vont retourner. Peut-être qu'il y a que les juifs, mais nous, on n'est pas juifs. Vous avez qu'à vérifier. Vous vous rappelez, on a des adresses d'église. On leur a donné. Est-ce qu'ils les ont vraiment interrogés, ces églises? En tout cas, je n'en sais rien. Mais ils nous ont gardés en prison quand même. On a passé quelques jours en prison à Angoulême, mais je pourrais même pas vous dire combien. Un petit peu, 3 jours, 4 jours, moins plus, je sais pas. Au bout de ce temps, ils nous ont reconvoqués, on a vérifié, vous avez raison, vous n'êtes pas juif, on s'excuse. Et puis de toute façon, même si on n'avait pas vérifié, rien qu'à votre comportement, on voit bien que vous n'êtes pas juif. Parce que vous savez, les juifs, c'est en pleurnichard, les juifs, oh là là, on en a entendu, puis on était d'accord, ah oui, vous avez raison. Hein. En tout cas, nous, on est partis et on s'est retrouvés à passer par un autre endroit, je me rappelle plus, vous voyez, à Chalon-sur-Saône. Alors, on est maintenant à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ce n'est pas le lieu où on doit s'arrêter. Aix-les-Bains, c'est le lieu où on doit se retrouver, mais d'Aix-les-Bains, on doit aller à Avignon. Ma sœur aînée a des amis à Avignon, elle leur a demandé de nous trouver quelque chose. Ils nous ont trouvé quelque chose à Montfavet, côté d'Avignon. Un monsieur a une très grande propriété et il va nous louer son premier étage. Et toute la famille va vivre pendant 3 mois ensemble. Alors, naturellement, c'est bien joli d'être en zone libre. On est sauvé peut-être, mais il faut aussi travailler. Alors, j'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, je sors de l'école de commerce. Avant, je disais sténodactylo, mais ça n'existe plus. Vous savez pas ce que ça veut dire. Alors, école de commerce. J'ai mon petit diplôme, mais j'ai jamais travaillé. À Avignon, c'est pas une ville industrielle. Il n'y a pas de bureau où on peut, mais on nous conseille. À côté d'Avignon, à Vedène, il y a une grosse boîte de Paris qui sert pliée depuis le début de la guerre. Peut-être que là, on les a écoutés, heureusement, on se présente. Mes sœurs, oh là là, du personnel qualifié, mais vous commencez demain, mesdemoiselles, même tout de suite. Mais vous, mademoiselle, une débutante, on n'a pas besoin de vous, on a les nôtres. Je suppose que le chef du personnel devait deviner quelque chose et après il a dit « Oh, on va bien vous garder. » Alors ça y est, on est 3 à travailler. J'ai 2 sœurs qui faisaient les marchés.
Mon père s'est renseigné, mais oui, mais il n'y a pas de problème, vous allez travailler comme, le tout c'est d'avoir les autorisations, si vous avez le matériel, si vous avez la marchandise, allez-y. Et le fait est, mes sœurs ont fait les marchés. On va travailler comme ça, tous ensemble, alors pendant 3 mois, on est chez ce monsieur à Montfavet. Mon père, en allant à droite, à gauche, à se renseigner, chercher de la marchandise, chercher ci, est entré en contact avec le maire d'Avignon, qui nous a procuré, à mes sœurs qui sont mariées avec enfants, des petits logements, et à nous, il nous a procuré une maison qui était vide, rue Joseph Vernet. Il nous a loué cette maison, et mon père, ma mère ont trouvé de quoi meubler succinctement, naturellement, et pour nous les jeunes, qu'est-ce que ça peut faire? On a un matelas, on dort par terre. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a pas 3 assiettes pareilles, il n'y a pas 3 chaises. Quelle importance! Mais c'est maintenant que je réalise que pour mes parents, ça a dû être terrible, parce que ils avaient mis toute une vie à créer un appartement. Je ne dis pas que c'était des meubles extraordinaires, mais c'était très vivable. Ils avaient mis toute leur vie pour créer ça. Et puis d'un seul coup, ils sont partis avec une petite valise à la main. Ça a dû être terrible. Mais ça, sur le moment, je m'en rendais pas compte. Nous, on a très très bien vécu à Avignon. Alors, jusqu'en 43, on travaille comme ça, moi avec ma sœur dans les bureaux, 2 sœurs qui font les marchés. Et en 43, la France est complètement occupée. Du coup, cette maison qui nous embauchait remonte sur Paris, elle veut bien emmener son personnel, nous on peut pas les suivre, alors on va rester. Les 3 qui travaillaient dans les bureaux vont rester, qu'est-ce qu'elles vont faire? On n'a même pas cherché dans les bureaux si on trouvait de nouveau quelque chose. Ma sœur aînée, l'aînée des 3, son mari avait déjà commencé à faire les marchés, elle va le suivre, et nous les 2 plus jeunes, le maire d'Avignon nous a procuré une place sur les remparts. Et ça y est, on travaille. On travaille comme ça jusqu'au 13 mars 44. Je me souviens de cette matinée. Le mois de mars, c'est encore l'hiver. Mais là, on est dans le midi, on est en Provence. Le premier jour de chaleur, le soleil est là, il chauffe, on est bien, on est à l'étalage. Habituellement, on est 2, ma sœur et moi. Celle qui la veille est partie la première déjeuner, eh bien, le lendemain, elle partira la deuxième. Ce jour-là, on est 3. Alors, qui va partir la première? Toi. On tire au sort. C'est Ginette qui part la première. Ginette est grassouillette. Ginette, elle veut toujours faire des régimes, elle n'a pas la volonté. Eh bien, premier rayon de soleil. C'est agréable d'être à l'étalage. Eh ben aujourd'hui, moi, je commence mon régime. Ça m'amuse toujours de dire ça parce que je l'ai vraiment commencé. Hein. Et elles vont déjeuner. Au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, elles reviennent en me vantant les qualités du repas. Et du coup, Ginette, son régime, elle le commencera après. J'ai commencé d'ailleurs après. Et me revoilà à la maison. J'arrive à la maison, moi je vois rien de spécial dans la rue, je rentre, 3 messieurs sont là. Sur la droite, il y a un monsieur habillé tout à fait normalement, j'ai rien qui me choque. Par contre, sur la gauche de ce monsieur, 2 sont là. 2 habillés avec manteau de cuir et chapeau, c'est même pas la peine que je demande qui ils sont. Je les connais, c'est la Gestapo. Même en pleine canicule, ils ne quittaient pas leur manteau ni leur chapeau. Tout le monde avait peur d'eux, ça leur plaisait ça. Mais devant eux, il y a mon père, qui avait 61 ans. Mon petit frère, il avait 12 ans. Mon neveu, il avait 14 ans et demi. Les 2 enfants étaient venus déjeuner à la maison parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Ceux qui étaient loin de leur établissement scolaire amenaient gamelles ou casse-croûte, et ceux qui étaient prêts retournaient déjeuner à la maison. Ils sont venus déjeuner à la maison, ils ne sont jamais repartis dans leur établissement scolaire. La Gestapo est là, je m'amène comme une fleur. Qui a dit
qui a prononcé le mot juif? Est-ce que c'est papa qui m'a dit, on a été dénoncés, ils viennent nous arrêter? Est-ce que c'est la Gestapo qui a dit, on vient vous arrêter, vous êtes juif? En tous les cas, j'entends le mot juif. Vous vous rappelez, on passe la ligne de démarcation, on nous accuse, vous êtes juif? Mais non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais non, pas du tout. Mais là, c'est pas pareil. Là, il y a 3 personnes du sexe masculin qui sont devant eux. Je suis la seule comme femme. Donc, la Gestapo est au courant des coutumes chez les Juifs, que vous soyez pratiquant, pas pratiquant, on pratique la circoncision. Un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Si vous êtes pratiquante, croyante, je ne sais pas quelle est la signification de cette circoncision. Mais nous ne sommes pas du tout une famille pratiquante, et la circoncision, assez bêtement, alors qu'en pleine guerre, on fait la chasse aux Juifs, un bébé vient au monde, on l'a fait circoncire. C'est une petite, nous c'est pas, alors quand vous êtes pratiquant, c'est un rabbin qui va le faire, un rabbin c'est un curé chez les Juifs, mais quand vous êtes comme nous pas pratiquantes, ça va être fait par un médecin. Et nous, on a fait circoncire le bébé, alors qu'on fait la chasse. On évoquait vraiment, mais c'est tellement des coutumes qui sont ancestrales, automatiquement, vous avez un garçon, vous le faites. Moi, j'avais toujours dit, si je voudrais pas avoir de garçon pour pas avoir à le faire, et ben, bêtement, j'ai eu un garçon, et moi aussi. Personne ne m'a obligé de le faire, mais j'ai fait circoncire. On a tellement entendu que c'était beaucoup mieux, que c'était beaucoup sain, que ça évitait, et ben voilà, on le fait. Donc là, la Gestapo est au courant de ça. On n'est pas juif. Ils ont emmené papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine. Ils les ont fait déculottés. Ils étaient circoncis. Ça veut dire que celui qui nous avait dénoncé avait raison. Immédiatement, j'avais pas vu les tractions avant. Les tractions, c'était le moyen de locomotion de la Gestapo. Quand je suis arrivée, est-ce qu'elles étaient là ou est-ce qu'elles n'étaient pas là, je ne m'en souviens pas. Mais même si elles avaient été là, j'aurais jamais cru que c'était pour nous. Ça faisait 2 ans qu'on était là, tout le monde nous avait adoptés. On racontait qu'on était orthodoxes, je sais ce qu'on racontait comme pour dire qu'on n'était pas juifs. On a même dit que si on avait quitté Paris, c'était à cause de la santé de maman, mais complètement idiot ça. Tu quittes Paris pour une zone libre, et ben si ta mère supporte pas le climat de Paris, va en province, mais en zone occupée. En tous les cas, ouais, on est embarqué et quand ils nous ont jetés dans la première traction qui était là, il y en avait derrière. Et derrière, je reconnais mademoiselle. Où est-ce qu'il y a une demoiselle? Devant. Il y a une demoiselle avec les masques que je reconnais pas. Mais il y a que des hommes devant moi. Il y a une jeune fille. Qui est jeune fille? Bon, eh ben vous. Quand vous avez un jeune homme qui vous regarde, un jour, il vous regarde, il vous fait un petit sourire, et puis le lendemain, et puis le surlendemain, et puis pendant 2-3 jours, il vous regarde, il vous fait des sourires. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'il m'aime bien. Ah oui, ben d'accord, il y en a qui me disent, je pense rien, je les traite de menteuse. Oui, voilà. Alors nous, on dit qu'il aime bien, nous, on dit on avait fait une touche. Je sais pas ce qu'on dit maintenant. Alors, on l'avait vu, ce jeune homme qui passait. Et on croyait, on est à l'étalage, et un jeune homme nous fait des sourires, eh ben, on a fait une touche. Oui, mais quand j'ai vu que il faisait partie de la Gestapo, alors attends, je dis Gestapo, il n'a pas ouvert la bouche. C'était peut-être pas un Allemand, c'était peut-être un Français. Et les Français qui aidaient les Allemands, on les appelait des miliciens. Mais moi, quand j'ai vu ce jeune homme, mes sœurs étaient restées à l'étalage. J'ai toujours cru, tout le temps de mon internement, que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées. J'ai appris que c'était pas vrai quand je suis revenue. Parce que, vous savez, le camp de Birkenau est tellement grand qu'on peut avoir sa mère d'un côté, sa sœur d'un autre côté et sa cousine encore d'un autre côté. Et lui, vous le savez pas. C'est immense. Je le savais pas d'ailleurs. Moi, tout le temps que j'étais à Birkenau, on avait des petits secteurs
et on passait une porte, je croyais que j'étais au dehors de Birkenau, mais non. On était toujours à Birkenau, mais je suppose que ces portes étaient là au cas d'une révolte et tout. Ils devaient fermer les portes et donc il n'y avait pas 10 000 kilomètres à... Parce que il paraîtrait que le Birkenau représente la superficie de 325 camps de parcs de football. Alors moi je fais pas de football, quand je les vois c'est à la télévision, je me rends pas compte. Et voilà. Donc moi, je suis persuadée. Alors, on va aller immédiatement, on est embarqué, on va passer la nuit ensemble. Alors, on est le 13 mars 44. On va passer une nuit en prison à Avignon. On est ensemble. Le lendemain matin, on nous prévient, vous ne restez pas là. Il y a un car qui est là, qui est plein de juifs qui ont été arrêtés pour différentes causes. Et on va partir tous pour Marseille. À Marseille, prison des Baumettes. Alors, Avignon, c'est une très vieille prison, des petites cellules. Baumettes, c'est la prison comme on voyait dans les films américains. Il n'y a pas du tout de plafond entre le sol et le toit. Et vous avez des cellules qui sont dans plusieurs étages. Moi, je me croyais au cinéma. Et puis bêtement, même, je me sentais une héroïne. Vous vous rendez compte, je fais de la prison, c'est formidable ça. Et on va rester à Marseille du 14 mars jusqu'à fin mars. Fin mars, on va partir pour Paris. On n'est pas surpris. Tous les Juifs savaient que s'ils étaient arrêtés, c'était pour aller dans un camp de travail. Alors, le camp de travail, où il est, on n'en sait rien. Il paraît qu'il y en a qui savaient. Enfin, moi, personnellement, non. Mais je savais que j'allais aller dans un camp de travail. Et je savais aussi que je passerais par Drancy. On savait tout ça. Le bouche à oreille nous avait prévenu. Alors, on va voyager dans un train normal. À l'époque, il y avait 3 classes. On est en 3e classe. Naturellement, on n'a pas le droit d'être les hommes et les femmes ensemble. On est dans le même wagon, mais pas dans le même compartiment. On est surveillé par gendarmes français et gendarmes allemands. Et on va arriver à la gare de Lyon. Un autobus est là, nous attend et va nous emmener à Drancy. Drancy était le début des gratte-ciel. Le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes vivent en famille sur leur lieu de travail. Donc, ils avaient commencé à construire les premiers gratte-ciel. Et à la base de ces gratte-ciel, certainement que c'était pour les bureaux, je ne sais quoi, et quand Hitler est arrivé, cet endroit lui a plu, un peu excentré, donc à l'abri des regards. Et puis, c'était pas terminé, il a fait mettre des fenêtres, et les premiers, ce sont les prisonniers de guerre qui ont essuyé les plâtres. Puis les prisonniers de guerre sont partis en Allemagne, et les premiers juifs ont été arrêtés. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de Drancy. Il paraîtrait que ceux qui étaient en 42, 43, ça a été dur, mais moi je suis arrivée en 44. J'ai vraiment pas un mauvais souvenir de Drancy. On est le 12 mars 44, on nous prévient que demain, ça y est, c'est le départ. Le départ pour où? Alors, maintenant, quand on connaît pas un lieu, on dit, oh là là, c'est à Perpète. Eh ben, le Perpète à Drancy, c'était Pitchipoy. Qui est-ce qui a dit ce mot-là? Qui est-ce qui l'a prononcé? Qui est-ce En blaguant comme ça, on part pour Pitchipoy. Donc, Pitchipoy, c'est le 13 mars 44. On est tous je me trompe, hein, c'est l'arrestation. On est le 13 avril 44, on est à Drancy, 6 heures du matin, comme on nous l'a demandé. Il y en a qui ont été arrêtés, on leur a dit prenez quelques affaires de toilette, prenez des vêtements. Nous, on nous a arrêtés, on n'a rien du tout. Je me souviens que notre vestiaire nous a été donné à Drancy. Et je me rappelle qu'à Drancy, je lavais le petit linge de mon père et de mon frère et de mon neveu. Et le départ, c'est le 12 avril 1944. On est dehors,
on attend, les autobus sont là, c'est calme, pas de bruit, on attend calmement. Et puis quand les autobus sont arrivés, naturellement, est-ce qu'on va dans le camp en autobus? On ne sait pas. Et comme on ne sait pas, tant qu'à faire, on veut être avec la famille et les amis qu'on s'est fait à Drancy. Donc il y a un petit peu de bousculade. Et puis maintenant, on est dans les autobus, on est gardé par gendarmes français, gendarmes allemands, et ils vont nous déposer à une gare. Moi, j'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget. Non, c'est la gare de Bobigny. Alors maintenant, on est sur le quai de la gare, et devant nous, il y a un train. Ce train, je ne sais pas, puisque j'ai des documents, je ne vois pas pourquoi je ne vous les montrerai pas, si vous les voyez. Bon, je mets tout ça là, je ne sais pas. Alors, vous voyez, Drancy, vous ne le voyez pas peut-être. Drancy, c'est une très très grande cour, très longue, un peu, mais assez large, mais par rapport à la longueur, c'est très petit. Et nous, on se baladait là-dedans, et vous voyez les bâtiments qui sont là, et derrière, vous avez les gratte-ciel. Alors maintenant, on est sur le quai de la gare, et sur le quai de la gare, il y a un train, avec votre petit gilet blanc. Quand vous voyez devant vous un train, les wagons sont ouverts, il n'y a rien dans les wagons. À quoi vous pensez? Est-ce que l'on rentre? Comment? Est-ce que l'on rentre? Est-ce qu'il faut rentrer? Ah bon? Vous êtes intelligent. Hein? Parce que nous, on voit un train comme ça, et puis qu'est-ce qu'on dit? C'est un train de marchandises. Ce train de marchandises, on ne rentre pas dedans. Il va partir. Et puis il va y avoir un train normal, un train voyageur. C'est sûr qu'ils ne vont pas nous faire voyager en seconde ni en première, mais en troisième. Donc il va y avoir un train de wagon troisième classe qui va arriver. Eh bien non, vous avez raison, c'est pour nous. Comment qu'on est monté dans ces wagons? J'étais jeune à l'époque, certainement que ça ne m'a pas gêné du tout s'il fallait sauter. Mais comment on fait les personnes âgées? Comment on fait ces personnes qui étaient handicapées? Est-ce qu'il y avait des marches? Est-ce qu'il y avait des ronds? Je sais pas. À Drancy, ils ont mis en exposition un wagon. Avant, il n'y en avait même pas d'exposition, mais après, ils ont mis un wagon. Et ce wagon, il y a une rampe, et il y a des... Alors, moi, je ne me rappelle plus. Hein. Je me rappelle plus du tout. Dans ce wagon, au début, on est tous rentrés, comme il faut faire vite. Je peux vous dire que le mot Schnell, c'est le premier mot que j'ai appris en allemand, et qu'après, on sait ce que ça veut dire, parce que avec les nazis, Schnell, 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 il fallait toujours faire vite. Et chaque fois qu'ils disaient Schnell, hop, on vous pousse, c'est tellement fort que les pauvres gens, il y en a qui se retrouvaient par terre. Alors maintenant, on est monté dans les wagons. Comme il faut faire vite, on ne s'est pas encore installé, ils vont verrouiller les portes, et c'est maintenant qu'on va savoir où est-ce qu'on est. Eh bien, nous, on est mal tombés, on est tombé dans un wagon comme ceci. Ils appellent ça, enfin, il paraît, moi je sais pas, moi je dis il n'y avait pas de fenêtre, mais il paraît que ça veut dire un wagon aveugle. Voilà, ça c'est le genre de... Allez-y, travaillez un peu. Ça c'est le genre de wagon dans lequel nous sommes tombés. Mon père, mon frère et mon neveu, et puis quelques copains qu'on s'était fait. Mais par contre, il y avait des wagons, et ceux-là ont eu de la chance, où il y avait des fenêtres aux extrémités. Ces fenêtres, elles étaient grillagées, ou avec des barreaux, mais au moins les gens qui étaient dans un wagon comme ça, ils ont vu le jour, ils ont vu la nuit, ils ont même aperçu les gares dans lesquelles ils passaient, donc eux savent qu'on va dans l'Est, et nous, on ne sait pas. On est beaucoup dans ces wagons, combien les gens, chacun dit un chiffre différent. Je sais que nous, il y a ceux qui avaient des bagages, on a placé les bagages dans un coin du wagon, et le reste de la superficie, on s'est installé. Alors, mon père, mon petit frère, mon père était appuyé sur le wagon, et il y avait mon frère à côté, mon neveu. Moi, j'étais au milieu, et derrière moi, j'avais des amis que je m'étais fait. Donc, moi, j'étais contente qu'il y avait à ma gauche, qu'il y avait à ma droite. En tous les cas,
dans mon wagon, il n'y avait pas de bébé en bas âge. Pourquoi que je dis ça? Parce que j'imagine, c'est pareil, j'ai pas tellement interrogé des camarades, que des bébés qui n'ont pas la possibilité de bouger. Ils peuvent pas, il n'y a pas moyen d'être debout, c'est pas possible. On est tellement serrés. Donc, comment on fait ces enfants dans un wagon? Comment ont-ils pu supporter 3 jours, 3 nuits? Comment? Ils ont dû pleurer, ils ont dû faire des caprices. Les gens autour devaient dire, pauvre gosse, les premiers moments. Et au bout de quelques heures, quand ils entendent des colères, quand ils entendent des mots piaillés, alors qu'eux sont tellement mal, ben, ils s'en prennent aux parents. Mais faites-les taire, occupez-les. Ben non, dans mon wagon, il n'y a pas eu tout ça. Donc, c'est calme. Est-ce que j'ai parlé à mon frère? Est-ce que j'ai parlé à mon neveu? Est-ce que je parlais à papa, à mes copains, copines? Je crois pas. J'ai pas l'impression qu'on se parlait. Et puis, on dit qu'on a voyagé 3 jours, 3 nuits, je répète bêtement, mais maintenant je ne me souviens pas du tout mes états d'âme. Alors, c'est pas la peine que je raconte des blagues, hein, je sais pas. Et maintenant, le train s'est arrêté. Les portes sont déverrouillées. Un moment super agréable, ça sent mauvais dans ce wagon. On était combien? 70, 60, 80. Les gens, au début, il y avait une espèce de petit seau qui était là, il avait gêné, on l'avait mis de côté, et puis comme le train s'arrêtait pas, à un moment, ben on a compris que c'était la tinette. Donc la tinette, elle débordait, les gens qui étaient assis, ils se sont pas rendus compte au départ. Et puis après, ils sont à côté, ils reçoivent des éclaboussures. Ils veulent plus que l'on s'approche pour faire ses besoins. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fait sous eux. Donc, imaginez l'odeur. Nous, on n'a pas de fenêtre. Infect. Et là, maintenant, le train s'est arrêté. Un air froid a pénétré qu'en un quart de seconde, la mauvaise odeur a disparu. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ah, pas longtemps. Immédiatement, la porte était ouverte. Des hommes ou un homme seulement, je ne m'en souviens pas non plus, montent dans le wagon et nous, alors les femmes qui ont des enfants préparent les affaires pour les enfants. Il y en a qui sont venus avec des bagages, elles veulent préparer. Non, interdiction, on descend tel qu'on est. Donc, ils nous poussent, ils nous chassent. Moi, je suis assise sur le sol du wagon, mes jambes, elles pendent et prêtes à sauter. Et sur le quai, j'entends des hurlements. C'est pas des hurlements, c'est des commandements. Mais comme les nazis, quand ils commandent, on croirait des hurlements. Moi, je prends un mot allemand, je connais pas. Si je parlais le yiddish, qui est le patois des juifs de l'Est, je pourrais comprendre quelques mots. Ils se ressemblent, et si vous saisissez 2-3 mots dans une conversation, vous pouvez comprendre. Moi, je ne comprends pas un mot de yiddish, et je demande à côté de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Et on me traduit. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher, le train s'est arrêté loin du camp. Il va falloir marcher à travers champs, ça va être fatigant. Alors, on a prévu pour vous des camions. Moi, j'entends ça. Papa, Gilbert, prenez des camions. Vous serez pas fatigué comme ça. Eh ben, je me retourne pour faire un petit bisou à papa et à Gilbert. Ah, ils sont plus là déjà. C'est pas grave. Sans arrêt, ces messieurs. Vous inquiétez pas. Et maintenant, on est tous, ceux qui ont voulu monter sur les camions, sont montés sur les camions. Et nous, maintenant, on est tous mélangés On est tous mélangés sur le quai, hommes, femmes, enfants. Alors, les ordres arrivent, les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre, et maintenant encore de nouveau des ordres, vous vous mettez 5 par 5. Et 5 par 5,
il va falloir passer devant cette rangée d'officiers. Alors là, c'est pas Schnell, il faut l'ensemble, on s'arrête devant eux, pas longtemps, ils vous regardent et d'un geste. Alors, d'un côté, ceux qui sont avec moi, on est assez jeunes, costauds, beaucoup moins que ceux et celles qui sont de l'autre côté. En fin de compte, je dis ceux et celles, non, c'est que celles, parce que les hommes ont été séparés. Et là maintenant, les femmes vont être avec leurs enfants. Il y a des enfants qui sont avec des femmes qui sont jeunes et les enfants sont jeunes. Ils sont avec leur maman. Non, on vient chercher l'officier qui voit qu'il y a un enfant de garçonnet de 10-12 ans qui est avec sa mère, vient chercher l'enfant et veut le faire monter sur les camions. La mère a dit, mais maman, mon fils, il est habitué à marcher, on est habitué, vous savez, monsieur l'officier, madame, vous voulez que votre fils arrive fatigué? Vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Alors, ils nous mentent tellement bien que les enfants sont partis monter sur les camions. Et maintenant, on est devant eux, alors on se retrouve. Donc, dans mon groupe, on est très peu, mais on a tous l'air d'être assez costauds. Il y en a un peu plus jeunes que moi, il y en a un peu plus vieilles, mais personne. Alors que de l'autre côté, vous avez tous les spécimens de l'humanité. Des vieillards, des mutilés, des femmes enceintes, des femmes avec des bébés dans les mains, des femmes avec des enfants. Tout ce monde-là est ensemble. On va les faire monter sur les camions et nous, on va partir à pied. Et moi, inconsciente, innocente, je dis, on m'a toujours dit que les nazis étaient inhumains, c'est encore du baratin. Est-ce que c'est inhumain de dire que les gens qui ne peuvent pas marcher, qui sont fatigués, les enfants, les bébés, on les fait monter sur les camions? C'est pas inhumain. Et surtout encore, quand moi j'étais sur la route pour marcher et qu'on enfonçait dans le sol, il fallait faire des efforts pour mettre un pied l'un devant l'autre, mais j'étais vraiment, merci monsieur les nazis, merci, c'est gentil, vous avez mis des camions à nos dispositions. Moi j'étais contente, au moins papa il ne va pas être fatigué. Et maintenant, on est près du camp. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas, pour moi, j'allais dans un camp de travail et j'allais un camp de travail. C'est des travaux qui vont être durs. Mais qu'est-ce que c'est que des travaux durs pour quelqu'un qui a été vendeuse ou quelqu'un qui a été dactylo? Ben, c'est travailler dans les champs ou travailler en usine. C'était ça les travaux durs que j'allais faire. Alors, j'aperçois la fumée, une odeur un peu spéciale, la flamme en usine. Et puis les champs, je suis en train de les travailler. Et maintenant, je suis dans le camp. Un camp de travail, je voyais quelques baraques pour loger les ouvriers, et puis l'usine. Ben, l'usine, je vois les cheminées, je vois la fumée, mais quelques baraques. Quand je rentre dans le camp, les quelques baraques, c'est à perte de vue, les baraques. C'est pas les baraques, bon, ça fait rien. Voilà. À perte de vue, des baraques. Voilà les baraques. À perte de vue. Alors bon, bah c'est un grand camp de travail et il y a beaucoup d'ouvriers. Mais ce qui me chiffonne, que ce camp de travail est entouré de barbelés. Et ces barbelés sont, comment dire, j'ai très marrant. Voilà. Allez-y, travaille un petit peu. Vous dédommagerez. Alors, ces barbelés sont entrecoupés de miradors. Des miradors, alors, tenez, voilà, les miradors, est-ce que vous avez les miradors avec vous là? Vous en avez? Voilà, c'est trop tôt ça. Alors, vous avez des miradors qui entrecoupent ces barbelés. Alors, vous avez des miradors comme ça, à peu près tous les 15-20 mètres. Dans ces miradors, vous avez des soldats mitraillettes dirigés à l'intérieur du camp. Et puis tous les 100 mètres, ou 150 mètres, ou 75 mètres, je ne me rends pas compte, d'autres miradors. Des miradors, et là, ceux-là, on aperçoit des silhouettes de soldats.
ils sont en hauteur. Pour moi, je vous dis, j'ai jamais été dans un camp de travail, j'accepte tout ça, ça me semble bizarre, j'accepte. Et maintenant, on va rentrer dans le camp, on trouve des silhouettes de personnes qui semblent anormales, elles sont bizarres, elles sont mal habillées, elles nous regardent sans nous regarder, elles ont les yeux enfoncés dans les... Moi, je pense qu'il y a dans ce camp de travail un camp de personnes aliénées. Mais je ne vais pas rester me poser des questions ni réfléchir. On nous pousse dans un bâtiment. C'est d'ailleurs le seul bâtiment qu'il y a comme ça dans Birkenau. Et ce bâtiment est partagé en plein de salles. On va nous pousser dans une salle. Elle est complètement vide, sauf parallèle à un mur, des femmes qui sont derrière des tables, deux par deux. Nous, on est devant. On va nous donner des ordres. Déjà, il faut se mettre en rang comme ils veulent et ça leur plaît jamais. Et je te reçois des coups de pied parce que ton pied est trop derrière. Et je te reçois d'autres coups de pied parce que ton pied est trop devant. On est enfin rangés comme ils veulent. Et maintenant, les ordres arrivent. Déshabillés. On a des vestes, on a des manteaux. Schnell! Allez, on enlève le pull vert, la jupe, la robe. On est en combinaison. À l'époque, toutes les femmes portaient des combinaisons sur leur robe, sous leur jupe. Déshabillés. Alors, on est en combinaison. Bon, et bien, il faut encore se déshabiller. Alors, on est en culotte et en soutien-gorge. Et là encore, en culotte et en soutien-gorge, ces nazis nous obligent à les enlever. Et je ne peux pas parler pour les autres camarades, je ne sais pas. Mais moi, est-ce que je suis plus pudique que d'autres? Je suis malade de honte d'être nue devant des femmes que je ne connais pas. Il n'y a pas d'hommes. Même s'il y avait des soldats, moi je les ai même pas vus. Donc c'est pas la vue des hommes qui me coince. Non, c'est d'être nue devant des femmes que je ne connais pas. Vous, mademoiselle ou monsieur, les hommes aussi. Moi j'ai interrogé des enfants aussi, des hommes qui se sont retrouvés nus devant d'autres hommes et qui aussi étaient très gênés. Moi, je sais que je suis malade de honte. Alors, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Mais maintenant, quelquefois, j'ouvre les paupières et j'aperçois des corps de femmes. Chez nous, nous étions que des filles. On dormait dans la même chambre. Mais je n'ai jamais vu mes sœurs nues. On se déshabillait dans un endroit et on venait tout en pyjama ou en chemise de nuit à se mettre dans le même lit. On était 3 par lit et jamais j'ai vu mes sœurs. Peut-être qu'elles m'ont vu nue parce que j'étais jeune. Mais quand j'ai commencé à avoir 12-13 ans, oh là là, il fallait pas qu'on me voie nue. Et là, on m'oblige, j'ose pas regarder personne. J'ai 2 mains, je cache mes seins, je cache mon sexe. Et maintenant, c'est à mon tour d'être devant la table où il y a ces femmes. Il y en a une, elle a un registre devant elle. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle parlait français? Vous voyez le tableau? Je me cache, j'ai les épaules rentrées, je suis malade de honte. Et l'autre à côté prend mon bras. Et sur mon bras, peut-être que oui, peut-être que non, ça va. Des fois, je ne peux pas montrer. Et sur mon bras, elle me met un beau numéro. Je dis toujours un beau numéro parce que moi, je suis tombée sur quelqu'un qui était très à droite. Je parle pas de la politique, à droite. Elle était vraiment, mais regardez, non, vous voyez peut-être pas, mais tous les chiffres sont de la même grandeur, de la même couleur, du même écartement. Eh bien, je peux vous dire qu'il y en a très peu qui sont tatoués comme ça. Et toutes celles qui sont tatouées comme ça, c'est qu'on est tombé sur la même personne. Moi, j'ai des amis, ça leur prend tout l'avant-bras. Les chiffres ont quelques centimètres. Là, ça a quelques millimètres. Elle, c'est quelques centimètres. Et puis des chiffres qui se balancent. Il y a le 7, un 7 est comme ça, puis l'autre 7 qui va être différent. Et puis, il y a de l'encre. C'est avec de l'encre et une plume qu'ils écrivaient. Eh bien, il y a plus d'encre. Alors, tant mieux pour elle.
c'est de près qu'on aperçoit qu'il y a des petits points, mais il y a pas, c'est pas écrit. Il y a différents tatouages, mais le mien, bravo madame, qui m'a fait un beau tatouage. Et maintenant, on est tatoué, on est nu, et on va nous emmener maintenant, on nous parle d'abord, après avoir le tatouage, après la nudité, ces messieurs nous ont réservé encore des humiliations. On va aller dans une petite pièce, vous avez des femmes qui sont debout derrière un tabouret, on va s'asseoir sur ce tabouret, imaginez le tableau, vous avez des femmes tout autour et la personne est assise sur le tabouret, et vous avez une autre qui va lui enlever les poils du sexe. Vous voyez le tableau, vous voyez la honte, toutes les autres regardent, et vous êtes assise dans cette position. C'est affreux. Et maintenant, ça y est, on a été tatoués, on nous a enlevé les cheveux. Je peux vous dire que quand on est jeune, dans des moments comme ça, aussi affreux, on trouve le moyen de rire. J'étais avec un petit groupe de camarades, on s'était connus à Drancy, on s'était connus. Et là, on n'a plus de cheveux, on se reconnaît à peine, on est toutes. Alors, c'est comme celle qui nous rase et celle qui nous tatoue, faut qu'elles fassent vite. La lame de rasoir, quand elle est neuve, elles ont égratigné. Quand elle est trop usée, il faut qu'elle frotte pour vous enlever vos cheveux. Ça vous égratigne. On a les sexes qui sanguinolents, vous avez le crâne sanguinolent, et maintenant, on va vous habiller. Comment jeune homme qui est devant moi avec un... Voilà. Comment vous voyez les déportés habillés, s'il vous plaît? Des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Oui, c'est joli ça. Un peu salissant peut-être. Hein. C'est marrant, pourquoi vous... Bon, c'est comme ça, oui, ben, j'accepte. Vous voyez des vêtements blancs. Vous, monsieur, avec le là, oui. Comment vous voyez les déportés habillés, vous? Bah, blanc avec des rayures noires. Des vêtements blancs avec des rayures noires. Ah, c'est joli aussi. Et vous, mademoiselle, comment vous voyez les déportés habillés? Bah, pour les femmes, c'est en jupe. En jupe pour les femmes. Mais qu'est-ce que vous leur apprenez à vos élèves, les professeurs? Vous leur apprenez rien. C'est marrant ça. Mais vous savez que c'est amusant quand je pose cette question. Je sais pas, moi c'est peut-être parce que j'étais déportée, mais je vois le déporté habillé avec des vêtements gris et bleu rayés. Mais peut-être que, je sais pas, c'est parce que moi je suis... Mais ce que je peux vous dire, même quand on me dit ça, je dis, mais non, pas vrai, c'est faux. Les Juifs n'ont pas le droit à ces vêtements. Nous, vous pensez bien, les Juifs, de la vermine, on va leur donner un uniforme. Pas du tout. Non, nous, on va être habillés avec les vêtements que les Juifs, quand elles ont été arrêtées, ont emmenés avec elles. Donc, on vient vous arrêter, on vous dit prenez quelques vêtements, certains ont pris les mieux, et puis d'autres au contraire ont pris les plus moches. Ça veut dire que quand vous vous rappelez qu'on n'a pas le droit de prendre les bagages avec nous. Donc on a tout laissé dans les wagons. Eh bien, les personnes qui nous ont fait descendre des trains quand on est arrivé, eh bien, font partie d'un commando. Un commando, c'est un groupe de travail. Ce commando s'appelle le commando du Canada. Canada parce que ça donne une sensation de richesse, de bien-être, et c'est vrai, ceux qui travaillent de ce commando sont formidables, ils ont toutes les chances. Donc, ils sont là, ils vont récupérer nos bagages, ils vont les ouvrir, ils vont les trier, tout ce qui est bien va partir en Allemagne, et ce qui est pas bien, pour les Juifs, ça va être largement suffisant. Alors, on n'a pas de vêtements déchirés, faut pas mentir. Mais on a des vêtements qui ont servi, resservi, il y a des taches suspectes, des taches de graisse, des taches de sang, vous avez des couleurs qui sont fanées parce que les vêtements ont servi, il y a des choses qui sont... Alors, tout ce qui était bien est parti en Allemagne, et pour nous, on va être habillés comme ça. Alors, ça sera le hasard. Et comme celles qui distribuent, ce sont des déportés, elles pourraient être humaines. Mais quand on est dans un endroit comme ça,
Il n'y a plus du tout de question d'humanité. On vient tous des êtres égoïstes. Vous savez, même les meilleures, elles sont humaines pendant quelques jours, et puis après, on n'est plus humaines. Après, on n'est plus que des êtres égoïstes qui pensent qu'à soi. Je suis même sûre, et j'ai eu tort de jamais questionner des mères et des filles, ou des sœurs, est-ce qu'elles étaient à s'entraider quand elles étaient dans le camp ensemble? J'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre du tout. Et si elles me le disent, qu'elles le cédaient, je dirais, c'est pas vrai, elles me mentent. Donc, on est habillé avec alors les chaussures, on n'en parle pas. Les chaussures étaient rangées par paire et par taille, mais celles qui nous distribuaient les chaussures, rappelez-vous, des déportés, mais qui sont plus des êtres humains, elles vous jettent les chaussures, les paires se défont, ça fait que vous vous retrouvez avec un talon plat, un talon, deux pieds gauche. C'était risible pour les jeunes. Alors on s'est arrangé, on a fait des échanges. Et maintenant, on n'est pas encore habillé. J'ai voulu vous dire qu'avant de s'habiller, on va passer à la douche. Alors, moi, je suis toujours à être obsédée par ma nudité. Par contre, on va passer à la douche, on va nous séparer, on est 4-5 sous une pomme de douche, peut-être qu'elle est par là aussi, mais c'est pas grave, je veux pas chercher, j'ai mal rangé. Si, voilà. Alors, les douches, la salle de douche, elle est toute petite, les pommes de douche sont au plafond, et nous, on va nous pousser dans cette salle, et on va nous mettre 4 seuls. Et puis alors, on est là, nus, à attendre. On nous a pas donné de savon. On attend. Et puis vous attendez, puis on revient pas. Et puis d'un seul coup, elle se met à couler. Elle est brûlante. Résultat, c'est que tout le monde hurle. Aussitôt, on n'a même pas fini de hurler qu'elle est glacée. Ceux qui sont en train de s'amuser là-haut, ça les fait rire, ça, hein. Et donc, on hurle parce qu'elle est glacée, et vous avez même pas été mouillé à peine minuit. On vous chasse, foutez le camp, raout, et on se retrouve dans une salle. Quand vous avez pris une douche, jeune homme là, devant moi, qu'est-ce que vous cherchez? Oui, bah vous prenez une douche, vous sortez de la douche, qu'est-ce que vous cherchez? Les serviettes, exactement. Ben, nous aussi, on a cherché les serviettes. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas besoin. Dans la salle où ils nous ont jetés, toutes les fenêtres sont cassées. Eh ben, ça fait des courants d'air. Voilà. Et alors maintenant, on a tous été rassemblés et il y en a qui commencent à parler. Elles ont interrogé les personnes qui les tatouaient parce qu'elles parlaient la même langue. Elles ont interrogé les personnes qui les rasaient. Alors, quand est-ce qu'on va voir ceux qui sont montés sur les camions? Moi, j'ai donné mon bébé, parce qu'on m'a dit qu'il fallait donner les bébés aux personnes âgées qui étaient sur les camions. On a pris mon bébé, moi je voulais pas le lâcher, mais on me l'a pris, et puis on m'a dit, vous inquiétez pas, vous allez, parce que c'est dur de marcher avec un bébé à travers champs. Donc j'étais obligée de donner mon bébé, mais je suis dans le camp maintenant, alors où est-ce qu'il est? Quand est-ce que je vais là-bas? Et ces femmes qui sont là, depuis longtemps et qui se rappellent plus elles aussi, elles ont posé ces questions-là. Elles ont entendu les réponses, mais elles ont oublié tout ça et elles sont presque contentes de nous montrer ces cheminées, cette odeur. Ben non, Ginette, c'est pas ton usine. Toi, tu le croyais, et c'est pas ton usine. Elles nous apprennent que tous ceux qui étaient montés sur les camions volontairement ou de force ont été assassinés. Assassinés dans un endroit où, on appelle ça la chambre à gaz, et une fois que la mort a fait son travail, on les brûle. Vous me croyez maintenant, parce que vous avez lu les histoires et que tout le monde en parle. Nous, on arrive, on n'a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Mais elles nous prennent pour des imbéciles, elles veulent nous faire peur, ça d'accord, je veux bien le croire, elles sont jalouses, mais quand même, papa Gilbert était pas malade, c'est moi qui leur ai dit de monter sur les camions pour pas qu'ils soient fatigués, et puis ce petit garçon qui voulait marcher avec sa mère, eh ben, il n'était pas malade, puisqu'il voulait marcher, on l'a obligé à monter, non, c'est pas vrai, alors là, on vous le dit tout de suite, vous le savez, mais c'est pas possible. On ne peut pas croire des choses comme ça. Alors on ne croit pas.
Et puis, ceux qui étaient, par exemple, moi je peux pas contrôler les hommes, le camp des hommes, le camp des femmes, on n'a pas le droit de s'approcher. Donc, je ne peux pas voir si papa et Gilbert et Jojo sont rentrés dans le camp. Mais celles qui sont avec moi, qui avaient leur grand-mère, leur tante, leur bébé, elles les ont jamais récupérés, elles les ont jamais vus. Donc, on a su tout de suite, mais on l'a cru que quelques heures après. Des personnes, comment on se demande encore maintenant, comment des êtres humains, vous savez, il n'y a pas longtemps que je fais ça, je regarde une petite, elle me fait un beau sourire, et du coup je me suis dit, si ça se trouve, ces nazis faisaient rentrer des bébés dans la chambre à gaz, et que ces bébés devaient leur faire des sourires. C'est terrible de penser que c'est la haine qui a transformé des êtres comme ça. La plupart des Allemands ont été transformés en nazis. Les quelques rares qui n'ont pas été transformés en nazis ont été prisonniers. C'était les premiers même qui ont fait. C'est les premiers Allemands qui ont été torturés, ceux qui croyaient pas, qui voulaient pas entendre parler du régime d'Hitler. C'est les premiers qui ont été torturés, les premiers qui ont fait de la prison. Ce sont les premiers qui ont été assassinés par être asphyxiés. Mais ceux-là, on les avait mis dans des camions bâchés, et c'était les tuyaux d'échappement qui les tuaient. Alors, imaginez, tuyaux d'échappement, camion, il n'y a que une vingtaine de personnes qui peuvent être dans un camion. Et puis les tuyaux d'échappement, ça durait trop longtemps. C'est de là qu'est passée l'idée de faire des chambres à gaz et tout ça. Alors, la chambre à gaz, qu'est-ce que c'était? On trouve quand on va à Auschwitz des salles comme ça. Alors, vous avez ces salles, c'est ça, ce que vous voyez, ces boîtes avec ces granules, c'est le Zyklon B. Et qu'est-ce que c'est que le Zyklon B? C'était un produit pour tuer la vermine dans les champs. Et quand ils se sont rassemblés pour la solution finale, chacun a dit, moi je ferai ci, l'autre a dit, je ferai ça. Et il y en a un qui a dit, mais dites donc, moi je suis ingénieur agronome. Moi j'ai un produit miraculeux qui tue la vermine dans les champs. Les Juifs, qu'est-ce que c'est? La vermine. Et voilà comment que le Zyklon B, qui tuait la vermine dans les champs, a tué des millions de Juifs. Alors au début, ils ont tapé le terrain, quelques boîtes, et puis c'était trop long, et puis petit à petit, ils ont trouvé la quantité nécessaire pour tuer, assassiner des 1500 à 2000 personnes à la fois. Alors maintenant, on est dans le camp, on a été habillés, on va nous emmener aux toilettes. Quand vous allez aux toilettes, jeune homme, oui, en principe, vous imaginez être gelé. Encore pour les hommes, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais nous, les femmes, les toilettes, on est isolés. Et puis même, il y a une porte. Et je me rappelle quand j'étais gamine, comme il n'y avait pas de petits verrous sur les portes, on demandait aux copines, tiens-moi la porte. Parce que quand quelqu'un ouvrirait une porte et vous verrez dans cette position, c'est gênant. Et bien là, on rentre dans une... Est-ce que je l'ai par là? On rentre, alors on nous parle, jusque-là, il n'en a pas été question, hein. Dans le train, devant tout le monde, on était obligé de se soulager, mais pas comme il faut. Donc là, on nous parle de nous emmener aux toilettes. Ah, même à la douche, on n'a pas pu puisqu'il n'y avait pas d'eau. Alors là, maintenant, on est content. On va enfin pouvoir se soulager comme il faut. On arrive dans une baraque. Je suis à la porte de la baraque. Et voilà ce que je découvre. Une salle avec comment on peut appeler ça? Un socle qui traverse la salle. Ce socle est percé de trous. Là, vous voyez rien. Quelque chose de propre. Je peux vous garantir que je n'ai jamais vu cet endroit comme ça. Peut-être que les premiers qui sont arrivés dans la salle l'ont vu comme ça. Je ne suis jamais vu arriver la première. C'était toujours dégoûtant. Pourquoi? On arrive, on va pas aux toilettes quand on en a envie. On va quand on vous y emmène.
Et quand on vous y emmène, vous êtes 200, 300. Donc, vous ne pouvez pas rentrer tous ensemble. Donc, les personnes qui sont là, elles se soulagent. Et comme c'est le seul endroit où on peut être assis, on voudrait y rester. Mais vous n'avez pas le droit. La personne qui s'occupe de cette salle, elle, vous voyez, elle a un petit endroit où elle fait sa popote. Elle, ça la dérange pas. Elle voit des fesses sales, elle fait sa popote. Pourquoi qu'elle fait sa popote? C'est que certaines déportées ont un travail qui leur permet d'organiser, ça veut dire voler, quelque chose qui peut intéresser cette femme. Donc, ils achètent la permission de rester 1 ou 2 minutes, ou même quelques secondes, assises en plus. Mais sinon les autres, elles ont des besoins, elles ont besoin, elles aussi, elles se retiennent, mais quand on arrive prête à se soulager, vous n'avez plus la volonté de vous retenir, et ça part, et vous avez sur le socle celle qui n'a pas pu se retenir, ou celle aussi qu'on a retirée pour prendre sa place et qui n'avait pas terminé. C'est que vous avez le socle qui est souillé, et ce que vous prenez pour de la terre battue, un mélange de terre et d'urine, et c'est la crasse partout. Mais même dans cet endroit-là, on aurait voulu y rester. Et moi, quand je suis à la porte pour rentrer, je vois dans mon point de mire une femme qui est assise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle urinait dans ses mains et elle se frottait les fesses. Et quelles fesses! Il y avait toutes les couleurs dessus, avec ses mains et ses urines. Ah! Elle a eu le droit à tous les noms d'animaux que je connaissais. Et puis à côté d'elle, il y avait quelqu'un, c'est une statue. Ah non, elle bouge. Mais dans un état de maigreur, je voyais ses petites vertèbres au-dessus du sacrum. Je voyais son bassin. Ça me rappelait une planche d'anatomie quand j'allais à l'école. Elle bougeait, donc c'est pas une statue. Et j'ai des explications. Cette femme qui se lavait les fesses avec ses urines, c'était pour éviter la chambre à gaz. Parce que on est à Birkenau dans un camp pour la mort. Quand on y entre, et d'ailleurs on a été prévenu pour entrer là, mais vous sortirez jamais de là vivant. Vous êtes là pour mourir. Et cette femme, elle veut bien mourir, mais pas dans la chambre à gaz. Donc, on sait que si vous avez une sélection, et ça, il y en avait tout le temps, chaque fois qu'un convoi était annoncé, il faut de la place. Un convoi, c'est 1500 personnes qui arrivent. Dans les 1500 personnes, on va pas toutes rentrer dans le camp. On va laisser rentrer que les personnes qui sont capables de travailler. Et pour les nazis, les gens capables de travailler, c'était pour les femmes 15 ans, 45 ans maximum, 15 ans minimum, 45 ans maximum. C'est les seules personnes qui peuvent travailler. Celles qui ont moins, celles qui ont plus, ils pensent qu'on n'est pas capable de travailler comme ils veulent, alors ils vont pas nourrir des gens qui ne travaillent pas. Donc les sélections, c'était pour évincer les personnes qui ne sont pas capables de travailler. Et quand on était rentré dans le camp, parce qu'on avait entre 15 et 45 ans et qu'on était en bon état, on croyait qu'on était sauvés, mais pas du tout, on n'est pas sauvés, parce que à chaque arrivage, eh bien, il faut de la place. Donc, il y avait le tri quand on descendait du train, mais il y avait le tri aussi quand on était dans le camp. Et dans le camp, ceux qu'ils éliminaient, c'était les personnes qui étaient très maigres. Et pourquoi qu'on les appelait des musulmanes ou des musulmans? Ben, ma foi, j'en sais rien. Mais les personnes très très maigres, c'était leur nom. Et quand un déporté, on lui dit elle était musulmane, elle pense pas du tout à la religion. Il voit l'aspect, c'est un squelette vivant. Les musulmanes, les musulmans, c'était des squelettes vivants. Et quand il y avait une sélection, c'était pas la peine qu'elles cachent qu'elles étaient maigres, ça se voyait, hein. Donc, allez, chambre à gaz.
Donc, et il n'y avait pas seulement les maigres qui allaient à la chambre à gaz, il y avait celles qui avaient quelque chose qui, à leurs yeux, empêchait de travailler comme il faut. Donc, dès que vous aviez une petite plaie, la moindre griffe dans le camp, c'était une plaie par la suite. On vivait dans la crasse, donc la moindre griffe s'affectait. Et justement, il était dit que dans les urines, il y a de l'ammoniac et que ces urines cotisaient, on dit ça, oui, cotisaient, enfin, désaffectaient les plaies superficielles. Ça fait que cette femme qui se lavait les fesses avec ses urines, c'était simplement pour éviter d'avoir une plaie qui s'affecte. On n'a pas de glace, on ne se voit pas, donc elle sentait qu'elle avait quelque chose, et ben elle se lavait avec ses urines. On a vécu dans ce camp maintenant encore, je me dis, il n'y a pas tellement longtemps que je me suis rendu compte que à Birkenau, je suis restée quelques mois, 6 mois, je crois, je suis arrivée au mois d'avril et je l'ai quitté au mois de novembre, eh bien, je ne me vois pas en train de me laver. Je ne me vois pas en train de changer mes vêtements. On couchait avec les vêtements qu'on avait sur le dos. Je crois qu'on voyait tellement autour de nous de gens crasseux qu'on se rendait même pas compte que c'était des gens crasseux. J'ai pas d'explication, donc c'est moi qui raconte tout ça, mais pourquoi que je m'en suis, que c'est seulement maintenant que je me rends compte de ça, parce que si je m'en étais rendu compte avant, j'avais des camarades qui étaient avec moi et j'aurais pu les interroger, mais maintenant si je rencontre des camarades qui sont à 8 jours près, ça changeait. Donc, je peux pas les interroger, parce que si elles n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu, et donc, je ne peux pas comparer, mais quand je me suis rendu compte que je ne me rappelais pas des personnes qui couchaient avec moi, parce que je vous en ai pas parlé, mais quand on est arrivé pour loger dans la baraque qu'on nous avait allouée, la personne qui nous reçoit, justement, elle se désigne, on m'appelle la Blokova, c'est moi qui suis responsable de la baraque, vous me devez obéissance, si vous m'obéissez, il n'y aura pas de problème, ça se passera très bien, mais si vous protestez, ne serait-ce que une fois seulement, ce que je vous commande, moi j'ai le droit de vie ou de mort sur vous, parce que de toute façon, vous êtes là pour ne plus en sortir. Voilà l'accueil qu'on a eu, et quand elle nous a emmenés pour dormir, bon, vous avez déjà dormi dans des endroits où il y avait des lits superposés. En prison, on a dormi dans des lits superposés. À Drancy, il y avait des salles avec des lits superposés, mais il y avait des salles aussi où il y avait un matelas par terre et on avait chacun son matelas. Et là, on arrive et on découvre des niches. Voilà. Alors, elle nous amène devant un endroit, c'est là plutôt, vous voyez, voilà, un endroit comme ça, où vous avez des niches. Ces niches, elles sont sur 3 niveaux, ça fait peut-être entre le plafond et le sol de l'un, il y a peut-être à peine 60, on ne peut pas être assis. Si vous êtes assise, il faut que vous mettiez votre tête vers les genoux. Mais comme on n'y est que pour coucher, c'est pas grave. Alors, il y a 3 matelas dans une koya. Ces niches, ça s'appelle des koyas. Elles nous partagent, on est 18. C'est pas la peine de sortir de son cire pour voir qu'il y a 3 niveaux, on est 18, on va être 6 par niveau. Et elle nous explique, on ne pourra jamais être 6 côte à côte. Vous voyez, la table, là, eh ben, admettons que la koya, elle va s'arrêter là. Donc, on peut pas être 6 côte à côte. Alors, elle nous explique, il y en aura 3 dans le fond, puis il y en aura 3 devant. Et comme les koyas se font face à face, eh bien, ça vous fait une petite allée au milieu. J'ai de la chance, je suis côté extérieur. Donc moi, je vais avoir de l'air. Celles qui sont dans le fond, elles n'ont pas d'air, elles vont être pas bien. Par contre, ce qu'on a quand on s'est couché, c'est que les pieds de celles d'en face, vous les avez sous votre nez devant vos lèvres,
elle a la même chose, et que ses pieds, ça fait 3 jours, 3 nuits qu'on ne sait pas laver. Alors, on vous a donné des affaires, mais des affaires, vous vous couchez, vous allez les enlever. Même si elles sont pas bien, on dort pas avec des affaires qu'on porte. Alors, comme il n'y a rien pour accrocher les vêtements, on les enlève, on les plie, on le met sur nos têtes. Mais sous nos têtes, il y a déjà nos chaussures. Il fallait bien les mettre quelque part, vous ne pouvez pas dormir avec les chaussures. Alors, je suis collée après une petite je suis entre 2 jeunes filles que je connais, j'étais en prison avec elles à Marseille, je les connais, il y en a même une à Avignon, je les connais, mais j'ai jamais été collée à elles, et puis elles étaient propres. Je sais pas comment on se lavait à Drancy, je me rappelle plus. Enfin, on avait possibilité de se laver, donc on devait le faire. Et là, je suis avec elles sont sales, elles sont collées à moi, je suis dégoûtée, écœurée. La couverture qui était pliée sur ces espèces de matelas, quand ils étaient neufs, peut-être qu'ils avaient une belle couleur orangée, c'était de la paille, c'est de la paillasse. La paille à l'intérieur, il y en a plus, il y a plus que l'enveloppe qui est plutôt vert cacadois, tellement qu'elle a resservi. Je me suis quand même endormie tout de suite. Et je crois que j'ai même pas dormi, que déjà on nous réveille, et moi qui croyais avoir une bonne place parce que j'étais au bord de l'allée, je suis réveillée par un grand coup sur le crâne, parce que celle qui nous réveillait, vous pensez bien qu'elle disait « Allez, bonjour mes petites dames, c'est l'heure ». Non, je t'en fiche, elle allume, elle passe dans les rangs, et que je te file des coups de schlag, et tu le reçois sur le coin de la nez, sur la bouche. Et tu dois être tout de suite, immédiatement dehors pour l'appel. On s'est déshabillé, on cherche les vêtements, on les récupère. On a tous eu le droit à première dérougade, et maintenant on est à l'appel. Et après, on apprend que même les mortes doivent être dehors à l'appel. Les malades doivent être dehors à l'appel. Eh bien, les malades, elles n'auront même pas le droit d'être par terre, d'être assises, d'être couchées, debout et au garde à vous. Et les collègues, les amis, ou même quand c'est pas les amis, elles sont obligées d'aider leurs camarades à se tenir bien droite. Celles qui sont mortes, elles sont là aussi. Et quand je suis arrivée, je me rappelle, je suis arrivée à l'aube, je voyais dans certains coins de baraques des tas de chiffons. Des tas de chiffons. J'ai appris après, c'était pas des tas de chiffons. Les mortes de la nuit, on les rassemblait dans certains endroits, pas au coin de toutes les baraques. Il y avait une baraque, 2 baraques ou 3 baraques, où on groupait les mortes de la nuit, et vous aviez une charrette qui venait les ramasser pour les emmener au fort de Malfa. Mais là, elles étaient déjà mortes. Je suis restée à Birkenau j'ai quitté Birkenau en novembre 44. Et ça a été le début de ma chance. Si j'avais pas quitté Birkenau en novembre 44 parce que j'étais là, j'aurais attendu janvier 45 pour quitter Birkenau. Et janvier 45, les personnes qui ont fait ça a été affreux. On appelle ça la marche de la mort. Elles sont à traverser la Pologne, l'Allemagne, par une température sibérienne, moins 25, moins 30 dans la journée, dans la nuit, c'était des moins 30, moins 35. Les chaussures qu'on avait aux pieds, c'était pas des chaussures pour marcher, la plupart les ont laissées, c'était des espèces de toiles fixées avec des clous sur des semelles de bois. C'était pas, elles les ont, ces semelles de bois sont parties, certaines qui avaient emmené une couverture ont eu l'idée d'en garder des petits morceaux pour se faire des chaussettes russes, mais d'autres, le poids de la pluie ou de la neige sur ces couvertures était trop lourd pour leurs épaules, elles les ont laissées tomber. Les camarades qui racontent moi je dis, je crois pas que j'aurais pu résister. Nous, on a eu la chance, on est parti. Alors, novembre 44, tous ceux qui sont là sont rassemblés.
un train avait amené dans la nuit les Hongroises. Le train est là, les wagons sont nus, mais nous, on est rassemblés à cet endroit-là, en plein jour, alors que c'est toujours, en principe, la nuit, ils font leur sélection, en plein jour, et par haut-parleur, alors qu'avant c'était une baraque, ils arrivaient, ils faisaient sortir toutes les personnes de la baraque, elles étaient nues, et vas-y que toi, et ça fait de la place pour les autres qui arrivent. Là, c'est différent, et tellement différent qu'on pense qu'il va y avoir quelque chose de très grave et que ça va être la mort pour tout le monde. Eh ben non, pas du tout, au contraire. Le train qui a amené les Hongroises, il est vide devant nous, eh bien, on va nous faire prendre ce train, et 2 jours de voyage, 3 jours, je sais plus exactement, toujours pareil, sans nous. Mais là, maintenant, on est habitué, hein, ça ne nous gêne pas. Et on va arriver à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, on est sauvé, c'est plus un camp de mort, c'est un camp de concentration. On va y rester à Bergen-Belsen, on y est arrivé en novembre, je vais y rester jusqu'en avril. En avril, j'ai la chance de voir arriver des dirigeants d'usines, tous leurs employés sont partis au front, et il faut faire tourner les usines, c'est des usines d'armement, des usines qui travaillent pour l'aviation, ils ont besoin de main d'œuvre, ils vont nous prendre, ils nous achètent au commandant des camps, et on va partir pour travailler en usine. Ça a été ma chance, là encore. L'usine était à Ragun, à côté de Leipzig, et c'est là que j'ai trouvé le camp de travail comme je m'imaginais. Quelques baraques, à 200-300 mètres l'usine, et là, les baraques, le même genre de baraques que Birkenau ou Bergen-Belsen, mais la différence, c'est que c'était des baraques humaines. Dans ces baraques, on va trouver des petites chambrées. Dans ces chambrées, des lits, on a dormi dans des lits, et même chacune avait son lit. Il n'y avait pas de drap. Mais quelle importance! Il y avait quand même une petite paillasse, hein. Et puis, surtout, dans le fond de cette baraque, il y avait un lieu où on pouvait se laver. À Birkenau, je ne me suis jamais lavée. À Bergen-Belsen, il y avait, dans le camp, parce que Bergen-Belsen, il y avait plein de petits camps. Dans celui où j'étais, je me souviens, il y avait un lavabo dehors avec un petit tuyau. Et bien, tous les jours, alors même qu'il faisait très très froid, il y a eu des moments où il a fait très chaud, je me lavais tous les jours, j'étais nue et je me lavais. J'étais nue, c'était facile, hein. On avait juste un truc sur le dos, ni culotte, ni combinaison, rien. Donc, j'étais propre. À Birkenau, non, j'étais sale. Et là, du coup, on peut se laver, et pas devant tout le monde, juste ceux de la chambrée. Alors, c'était de l'eau froide, très certainement. Et il y avait même, non pas du savon, mais du chlore. C'est de la poudre de javel. Et ben, on a pu se laver, c'était le paradis. Et quand on a travaillé en usine, alors là, ça a été vraiment le paradis. On s'amène à l'usine. Déjà la veille, ou l'avant-veille, je crois, on était arrivé un vendredi, ça y est, je me rappelle, et ils nous avaient distribué un pain. Vous vous rendez compte, un pain par personne, alors qu'on avait un 5e ou 6e de pain. Un pain, mais il y en a qui l'ont mangé immédiatement. Moi, j'ai jamais été comme ça. Ma petite ration, je l'ai toujours gardée pour le lendemain matin. Mais combien de fois le lendemain matin, eh ben moi, je la retrouvais plus. Quelqu'un m'avait repéré la mettant sous ma tête, et je dormais tellement profondément que le matin, je me réveillais, et puis ma ration de pain avait disparu. Je me rappelle, j'en pleurais de rage, si on pouvait dire qu'on pleurait, et je recommençais quand même. Eh bien, là, on nous donne un pain, moi, encore, genre fourmi, je mange pas tout, mais il y en a qui l'ont fait. On nous avait jamais dit que ce pain qu'on nous donnait vendredi était jusqu'au lundi matin. Vous pensez bien que le lundi matin, on rentre, on nous emmène à l'usine, on nous montre ce qu'il faut faire, et les filles, elles tombaient comme des mouches. C'est l'heure du repas, on est à l'usine,
le contremaître nous prévient, les juifs, vous n'avez pas le droit d'aller manger dans cette cafétéria. Je dis une cafétéria, ça s'appelait pas une cafétéria, la cantine, ce que je sais, où les ouvriers venaient manger ce qu'ils avaient emmené. Nous, on n'y aura pas droit. Nous, on attendra le soir pour manger dans nos baraques. Mais à l'heure du déjeuner, quand les ouvriers ont quitté la cantine, le contremaître, qui est un brave homme, nous permet quand même d'aller nous reposer un petit peu. Moi, je trouve une place sur un banc, tout de suite, Ginette, elle commence à dormir. Et les copines, il y en a qui dormaient pas. Elles ont donné un petit coup d'œil un peu partout. Elles aperçoivent la poubelle. Et qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Des épluchures. Vous vous rendez compte? Des épluchures. Il y a même des os, quelquefois. Elles prennent la poubelle, elles la mettent sur la table et elles commencent à fouiller dedans. Il y en avait 2, 3. Mais les autres, quand elles ont vu ça, c'est pas 2, 3 qui fouillaient dans les poubelles, c'était une quinzaine qui étaient là à se battre. Et quand les ouvriers nous ont vus nous battre pour leurs poubelles, ils étaient tellement estomaqués. Eh bien, le lendemain matin, ils n'avaient pas le droit, mais quand on avait la chance de travailler à une machine avec un ouvrier ou deux, ils nous amenaient des petits, et les glissaient dans un coin de la machine, parce qu'ils n'avaient pas le droit ni de nous parler, ni de nous donner quoi que ce soit, alors ils le faisaient quand même. Moi, je pense que ça m'a sauvé. Donc, on a travaillé dans cette usine jusqu'en avril 45. En avril 45, il y a l'équipe de jour va partir au travail, l'équipe de nuit en revient, les 2 équipes sont bloquées, terminé, l'usine, c'est fini pour nous, les Alliés approchent, les nazis vont nous emmener avec eux. Là, ça a été le train de la mort. Beaucoup de camarades seraient restés en vie si elles n'avaient pas fait ce voyage. Les gens, on est dans les wagons, comme quand on est arrivé de France, c'est-à-dire un peu de paille par terre, mais ça, on est habitué, maintenant, ça ne nous gêne pas. Mais par contre, même pas un seau avec de l'eau, même pas un seau pour faire ses besoins, wagon vide, et on va s'installer, combien qu'on est dans un wagon, un petit peu moins quand même qu'au départ de Paris, et je suis installée à côté d'une femme, je suis assise, le dos appuyé, et des mortes, il y en a tous les jours, il y en a qui prennent les mortes qui sont à côté et qui les amènent. Le train s'arrêtait à tout bout de champ, priorité au train qui transportait des armes, priorité au train qui transportait les soldats. Quand il y avait une alerte, le train s'arrêtait, nous on restait sur les voies de garage, eux allaient se mettre à l'abri. Ça fait qu'un voyage qui aurait peut-être duré 2 jours a duré peut-être, je sais pas, 5 jours, ça paraît interminable. Des morts, il y en avait plein. Et moi, il y a des filles qui voulaient pas avoir de mortes à côté d'elles, elles les traînaient pour s'entasser dans un coin du wagon. Moi, j'avais réfléchi, parce que je réfléchissais un petit peu encore, et puis je me suis dit, si ils ne nous ont pas tués tout de suite, c'est qu'ils ont besoin de nous. S'ils ont besoin de nous, ils vont quand même nous nourrir. Et celle qui est à côté de moi, je croyais qu'elle dormait, elle me courbait sur l'épaule, je la redressais, elle me retombait sur l'épaule, et je ne savais pas qui elle était, mais elle m'énervait, et à un moment donné, j'en ai marre, et je lui dis, où tu te réveilles? Eh ben non, elle s'est jamais réveillée parce qu'elle était morte. Eh ben, je l'ai gardée, ma mort, et j'ai supporté qu'elle tombe et qu'elle redresse et tout, parce que je me suis dit, ils vont ouvrir le wagon, ils vont lui donner à manger, eh ben, elle, la morte, je ne vais pas dire qu'elle est morte. Ma copine, elle dort. Donnez-moi sa part, je lui donnerai comme ça se réveille. Et voilà, j'attendais de manger la part d'une morte. Mais les mortes, ça ne faisait plus rien après. Et quand on est arrivé, alors là, je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans un camp où les gens, personne ne nous frappe, personne ne nous injurie. Il y a même des gens qui sont là, les yeux brillants de larmes, et ils nous apprennent qu'on est libérés. C'est plus les nazis qui sont là. On est à Theresienstadt. Et quand on m'a amené dans ce camp de Theresienstadt, on m'a fait monter quelques étages, pas quelques étages, mais
un étage peut-être, ou je ne sais plus. On est rentré dans une salle, il y avait des lits. Oui, à l'usine, quand on a été logé, il y avait des lits, mais il n'y avait pas de drap comme là. Et dans ma tête, à Theresienstadt, c'était un camp modèle, et quand les Juifs étaient arrêtés, on les amenait là, et quand la Croix-Rouge demandait à voir un camp, comment on traitait les prisonniers, ils les amenaient dans ce camp où il y avait une salle de sport, il y avait une salle de musique, ils leur en mettaient plein la vue, et la Croix-Rouge repartait rassurée et tout. Alors, un jour, 50 ans après, minimum, je suis dans un autobus, devant moi il y a quelqu'un, on se regarde, on se reconnaît pas. Moi je faisais les marchés, donc des clients j'en avais beaucoup. Donc vous êtes peut-être à Aubervilliers, ou à Pantin, ah bon, elle n'y est pas, alors c'est peut-être là, c'est peut-être dans la salle de gymnastique où je suis, c'est peut-être... On cherche, on ne trouve pas, et à un moment donné, elle dit, vous n'avez pas été déporté? Ah, mais si! Et là, on commence à dire où tu étais, où tu as été libéré, parce que c'est ça que, quand on se retrouve, on parle pas du camp, on sait plus qu'on l'a, mais où tu as été libéré, et elle me dit, Theresienstadt. Et, moi aussi. Tu te rends compte la chance qu'ils avaient à Theresienstadt, ils avaient des draps dans leur lit. Qu'est-ce que tu racontes? Des draps dans leur lit? Ben, je dis, mais oui. Et j'y étais, elle dit, moi aussi, et il n'y a jamais eu de drap dans les lits. Mais je dis, je suis pas folle. Elle dit, moi non plus. Et puis après, elle me dit, t'étais peut-être malade. Oui, en effet. Quand je suis arrivée, je me souviens que 2 personnes m'ont pris par le bras, m'ont aidé à monter. On a ouvert une chambre, il y avait des lits. Dans ces lits, c'est vrai, il y avait des draps. Et à un moment donné, alors, qui m'a déshabillé? Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, mais je revois un groupe de personnes devant mon lit. Il y en a une qui s'en détache, elle me tape les bras, elle me tape les jambes, ce que je fais, ça me fait mal, et j'entends le mot typhus. Après, fini. Là, pendant, je pense, 1 mois, je suis restée, qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on m'a pas fait, j'en sais rien. Le typhus, c'est une fièvre qui est très, très, très forte. Je ne sais pas comment ça se soigne. En tout cas, je suis là. Et quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Donc, je suis avec une autre Française. On apprend qu'il y a un camion qui doit partir pour la France. On s'est retrouvés toutes les deux dans ce camion avec d'autres Françaises. On a pris un avion. Je ne sais plus dans quel, je me rappelle plus du nom. Et on s'est retrouvés à Lyon. À Lyon, on nous amène dans un centre d'accueil. Il faut répondre à plusieurs bureaux, dans plusieurs bureaux, les mêmes questions. On est fatigué, on est malade, mais il faut répondre aux mêmes questions. Ils n'ont aucune pitié de nous, toujours. Et puis, enfin, on est débarrassé des questions. On me dit, prévenez vos familles. J'ai pas de famille. Pour moi, tout le monde a été arrêté. Donc, je ne sais pas s'ils sont vivants, s'ils sont là. Mais je suis très mal. Et je me vois mal aller ou à Paris ou à Avignon. Et où est-ce que je vais tomber? Et qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Donc, on me propose une chambre d'hôpital à Lyon. Je suis d'accord. Donc, je suis de ce centre d'accueil à attendre une chambre dans un lit d'hôpital. Les gens venaient nous voir avec des photos. Est-ce que vous avez connu? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que on voit des bébés, on voit des personnes âgées. On va pas dire, c'est pas la peine. Ne les attendez pas. On dit rien. On connaît pas tout le monde. Et il y a une dame qui est devant moi maintenant. Elle va peut-être me montrer une photo. Elle s'arrête devant moi. Elle me regarde. Mais, t'es une fille Charkaski, toi? Charkaski, c'est mon nom de famille. Je m'en rappelle. Oui, je suis une fille. Et elle m'apprend que ma mère, mes sœurs, n'ont pas été déportées, n'ont pas été arrêtées. Et même, elles ont récupéré l'appartement que nous avions à Paris.
Parce que quand à Paris, on a quitté notre appartement, les Juifs qui partaient de leur appartement, on n'était que des locataires à l'époque, il n'y avait pas des propriétaires. Il y avait un propriétaire d'immeuble qui avait des appartements qu'il louait. Quand un Juif était parti, arrêté ou pas, il était parti, on vidait son appartement et où passaient les meubles, je n'en sais rien du tout. Paraît-il que c'était la Gestapo qui les ramassait, peut-être que c'était les voisins. En tous les cas, l'appartement était vidé et le propriétaire le louait à qui il voulait. Et nous, enfin, mes sœurs et ma mère, ont eu la chance de savoir que notre appartement avait été loué à des collaborateurs qui en avaient fait un bureau d'embauche pour envoyer les gens comme travailleurs obligatoires. Donc, cette chance a fait ils ont pu récupérer notre appartement. Ils l'ont meublé, je sais pas comment, à Avignon, je sais que c'était, papa avait acheté, et là, je crois que ils ont, comme ceux qui nous avaient pris l'appartement s'étaient installés, par le fait, c'était peut-être les meubles des occupants. En tous les cas, j'arrive à Paris, je sais que mes sœurs sont vivantes, je lui préviens que je suis à l'hôtel du Tessia, qu'elles viennent me chercher. Elles étaient tellement longues à venir me chercher que j'ai pas la patience d'attendre. Et il y avait les autobus qui nous emmenaient. Je prends l'autobus qui m'amène dans mon quartier, je reconnais l'immeuble, je rentre, je croise la concierge, elle me regarde, elle croit me reconnaître. Ah, Gilbert! Gilbert aurait eu 13 ans et demi, moi j'en avais 7 de plus, c'est-à-dire 20 et demi, et j'étais très 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 maigre. Vous vous rappelez que j'étais malade à Theresienstadt, j'étais pleine de poux, de vermine, on m'avait rasée. Je devais aller à l'hôpital, où je sortais de l'hôpital, j'étais en tenue de pyjama d'hôpital, et sur le dos, j'avais une veste de soldat allemand. Pourquoi, comment, alors qu'on était au mois de juin, j'en sais rien. En tous les cas, elle me voit comme ça, pas de cheveux, on me les avait rasés, donc elle me prend pour mon frère. Je lui dis, non, je suis pas Gilbert, je suis Ginette. Elle me dit, ta mère est là-haut, elle t'attend. Je monte, c'est ma mère est là, on est dans les bras l'une de l'autre. Alors, pleurer, ça je sais, je pleure pas. Je sais plus ce que c'est que pleurer. Mais par contre, est-ce que c'est ma mère qui a pleuré? Est-ce qu'elle a été surprise? Elle m'emmène sur le canapé qui est dans le fond de la pièce, entre l'entrée et le canapé. Elle est en train de me dire que demain matin, on va lui donner des nouvelles de papa et de Gilbert. On va lui donner des nouvelles de quelqu'un, je le sais, c'est moi qui les ai fait monter sur les camions, et je sais qu'ils sont partis en fumée, et je sais qu'elle ne les reverra pas. Et elle va attendre des gens qui vont venir des nouvelles, mais c'est faux. Et méchamment, alors que je suis morte de fatigue, j'ai assez le courage de lui jeter en pleine figure. Mais non, maman, c'est pas la peine. T'auras jamais de nouvelles de papa et Gilbert. On les a tués, on les a assassinés, et puis on a brûlé leur corps. Pauvres femmes. Ça a toujours été mon remords. Jamais, on est resté 8 ans à vivre ensemble. Je ne me suis jamais excusée. Tu sais, maman, ça a dû te faire un drôle de choc quand je t'ai dit qu'on avait brûlé le corps de papa et Gilbert. Gazé, mais elle n'a même pas dû comprendre ce que ça voulait dire. Hein? Et puis brûler, ça n'existait pas à l'époque, la crémation. Alors vous vous rendez compte quelle image elle a pu avoir. Jamais je me suis excusée. Et c'est maintenant que j'ai du remords, mais ça c'est trop tard. Et voilà comment j'ai appris méchamment, sans prendre de gants, à un moment qu'elle reverra plus son mari. Mais ça ne m'a pas gênée. C'est moi, après, quand à mon tour, elle est morte au bout de 8 ans de vie commune avec elle, je suis restée un petit peu toute seule, et puis j'ai rencontré un jeune homme, on s'est mariés, on a eu un enfant, et c'est quand j'ai eu mon fils que le remords m'est tombé dessus. Parce que c'est vrai que quand on est maman, on a une autre vision des choses. Voilà.
Vous avez écouté ma vie, une partie, parce que c'est difficile de raconter tout. Alors, j'attends vos questions. J'espère qu'on a le temps. Alors, vous avez le temps.